Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un roman intitulé Le Tour du monde en 80 jours. Ce roman a été écrit par Jules Verne, il a été publié en 1872. En 1872, Phileas Fogg habite à Londres. On ne sait pratiquement rien de cet homme hormis qu'il est un membre du Reform Club de Londres, endroit où il passe 14 heures de ses journées. Les activités de Fogg sont réglées comme une horloge. Aujourd'hui, Fogg a renvoyé son domestique car l'eau pour se raser était à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86. Il attend son nouveau domestique. Ce dernier vient. C'est un Français nommé Jean Passepartout. C'est le côté exact et sédentaire de Fogg qui plaît à Passepartout. Fogg l'engage et lui fait remarquer que sa montre retarde de 4 minutes. Fogg s'en va au Reform Club et il laisse la maison à Passepartout. Passepartout inspecte la maison. Dans sa chambre, il trouve une note avec le descriptif précis de ses missions. Passepartout est heureux d'avoir un patron ayant une vision si mécanique des choses. Fogg se rend au Reform Club. Ses amis parlent d'un vol dans une banque dont le montant est de 55 000 livres en banknotes. Le vol aurait été commis par un gentleman. Certains pensent que le voleur n'aura pas de mal à se cacher car la Terre est vaste. D'autres, comme Fogg, pensent qu'au contraire, ces dernières années, la Terre a diminué car on en fait plus rapidement le tour. Dans un journal, il est question de pouvoir faire le tour du monde en 80 jours. Certains pensent que c'est impossible, car ce n'est que de la théorie et en pratique, les voyageurs seraient soumis à diverses contraintes. Fogg pense au contraire que l'on peut faire le tour en 80 jours en comptant les contretemps. Fogg va tester son idée dès aujourd'hui. Des sommes d'argent sont pariées sur le succès ou l'insuccès de l'entreprise de Fogg. Il part le mercredi 2 octobre et il devra être de retour à Londres au Reform Club le samedi 21 décembre à 8h45 du soir. Fogg retourne chez lui. Il prévient Passepartout de son projet et lui dit de préparer quelques affaires. Il quitte la maison et il se dirige vers la gare. Fogg donne de l'argent à une mendiante. Il demande à Passepartout de prendre des billets pour Paris. Fogg a sur lui un passeport pour que les visas puissent faire preuve de son passage dans les villes. Après être monté dans le train, Passepartout se souvient d'avoir oublié d'éteindre le bec à gaz dans sa chambre. La note sera réglée par Passepartout. À Londres, le pari de Fogg fait grand bruit. Beaucoup de personnes se mettent à parier sur sa réussite ou sur son échec. Il y a même une valeur en bourse créée et portant son nom. Cependant, l'agitation redescend bien vite. Une ressemblance a été remarquée entre Fogg et le voleur de la banque. Le détective Fix se met à le poursuivre. Au Caire, Fix et un agent consulaire attendent le bateau appelé le Magnolia. Le portrait de Fogg correspond au physique de la personne présente dans la banque lors du vol. Fix a l'intention de filer Fogg avant d'avoir son mandat. Le bateau arrive et Fix surveille les personnes qui y descendent. Un homme lui montre un passeport. C'est celui de Fogg, mais c'est Passepartout qui le montre. Fogg est resté à bord. Fix dit à Passepartout que c'est à Fogg de se présenter au bureau du consulat s'il veut un visa. Passepartout retourne sur le bateau chercher son maître. Fix se rend au bureau du consul et il attend Fogg. Pour que Fogg reste sur place et pour faciliter le travail du détective, Fix demande au consul de ne pas tamponner le passeport de Fogg. Le consul refuse de faire cela si le passeport de Fogg est en règle. Fogg et Passepartout arrivent au bureau et le consul pose son visa. Ils repartent vers le bateau. Fix rejoint Passepartout et il espère lui tirer les vers du nez. Puisque Passepartout a besoin d'acheter des vêtements, Fix lui propose de l'emmener dans un bazar. Passepartout a gardé l'heure de Paris sur sa montre. Fix lui fait remarquer qu'il faut décaler l'heure de 2 heures, mais Passepartout refuse de toucher à sa montre de famille. Fix interroge Passepartout sur son maître, sur la raison de son voyage, sur l'emploi de Passepartout. On apprend que Fogg a sur lui une somme importante en banknotes. Après avoir laissé Passepartout au bazar, Fix rejoint le consul. Il dit qu'il va monter sur le Magnolia et attendre le mandat d'arrêt à Bombay. Il monte sur le bateau qui part.
Le golfe que le bateau traverse est dangereux, mais cela n'inquiète ni Fogg ni Passepartout qui prennent du bon temps sur le bateau. Fix essaie de se lier à Passepartout. Le bateau arrive à Bombay avec 2 jours d'avance. Fogg se rend au bureau des passeports et il se rend ensuite à la gare. Il a envoyé Passepartout faire des courses. Fogg dîne à la gare ce que le serveur appelle du lapin des jungles. Fix se rend à la police de Bombay et il apprend que le mandat d'arrêt n'est pas arrivé. Le directeur ne veut pas lui en donner un car le vol s'est passé en métropole. Fix décide de suivre Fogg en attendant l'arrivée du mandat. Curieux, Passepartout voit une pagode et il y entre. Il ne sait pas qu'il faut laisser ses chaussures à l'entrée. Il se fait agresser par 3 prêtres qui lui enlèvent ses chaussures de force. Passepartout parvient à s'enfuir. Quelques minutes avant le départ du train, Passepartout est à la gare sans ses chaussures et sans ses courses. Fix pense utiliser cette erreur comme un délit sur le territoire indien. Fox et Passepartout retrouvent le brigadier Sir Francis Cromarty qui avait fait avec eux le trajet Suez-Bombay. Il fait remarquer à Passepartout que sa montre est décalée de 4 heures, mais Passepartout refuse une nouvelle fois de changer l'heure de sa montre. En route, le train s'arrête car le chemin de fer n'est pas fini. Nous sommes peu avant la station de Rohtal, qui peut correspondre aujourd'hui à la station de Satna. Il faut que les passagers fassent le trajet jusqu'à Allahabad. Passepartout trouve un éléphant sur lequel il pourrait faire le voyage. Son propriétaire n'accepte de le vendre qu'au prix de 2000 livres. Pour gagner du temps, le guide décide de couper à travers la forêt. Le second jour, il rencontre une procession composée de beaucoup de personnes, dont un homme mort et une femme. La femme sera brûlée le lendemain matin. Il s'agit d'un sacrifice volontaire contre une vie de misère. Pour qu'elle se tienne tranquille, elle a été préalablement droguée. Elle passera la nuit dans une pagode. Fogg décide de sauver cette femme. Fogg, le guide, Passepartout et le brigadier se dirigent vers la pagode. L'entrée est surveillée par des gardes. La nuit tombe et les gardes ne s'endorment pas. Fogg et ses acolytes font le tour de la pagode et ils commencent à détruire le mur. Après des cris, les gardes redoublent de vigilance. Fogg et ses amis ne peuvent plus rien faire pour entrer dans la pagode. Le lendemain, la femme est amenée au bûcher. Ce dernier est allumé. À travers la fumée, les Indiens voient un homme soulever la femme. Ils pensent que c'est le Raja qui s'est réveillé. C'est en réalité Passepartout qui est en train de sauver la femme. Tous les 5 partent avec l'éléphant. Les locaux finissent par remarquer la supercherie quand ils voient que le corps du Raja est encore sur le bûcher. Cependant, le groupe de Fogg parvient à s'enfuir. Il transporte la femme qui s'appelle Aouda et qui est encore sous l'effet du chanvre. Le brigadier dit qu'il faut qu'Aouda quitte l'Inde pour être en sécurité. Le groupe arrive à Allahabad. Passepartout est envoyé chercher des affaires pour Aouda. Fogg paie le guide et il lui donne l'éléphant. Dans le train, Aouda reprend ses esprits. Fogg lui propose de l'amener jusqu'à Hong Kong. Elle dit qu'un de ses parents habite dans cette ville. En chemin, le brigadier les quitte pour retrouver des troupes. Ils parviennent à Calcutta. Ils attendent le paquebot pour Hong Kong. Fogg est arrivé à Calcutta le jour prévu. Un policeman vient arrêter Fogg et Passepartout. Ils sont enfermés en attendant de comparaître devant le juge. Devant le juge, ils apprennent qu'ils n'ont pas été arrêtés pour l'enlèvement d'Aouda, mais pour l'erreur de Passepartout qui est entré dans la pagode avec ses chaussures. À Bombay, Fix n'est pas monté dans le train. Il est parti à la recherche des prêtres. Fix les a poussés à recevoir des dommages et intérêts. Fix et les 3 prêtres ont pris un prochain train et ils sont arrivés avant Fogg. Fix a remarqué à la gare Fogg descendre du train et il l'a fait arrêter par le policeman. Passepartout est condamné à une amende de 300 livres. Fogg est condamné à 8 jours de prison et à 150 livres d'amende. La caution est fixée à 2000 livres. Fogg paie. Fix ne peut pas retenir Fogg car il n'a pas encore reçu de mandat d'arrêt. Fogg, Passepartout et Aouda se dirigent tous vers le paquebot. Fix s'est lui aussi embarqué sur le paquebot. Il attendra son mandat d'arrêt à Hong Kong. Il faut qu'il puisse arrêter Fogg à Hong Kong car après il aura besoin d'un acte d'extradition. Il pense réussir à retenir Fogg à Hong Kong en disant qu'Aouda a été enlevé. Sur le bateau, Fix décide de tirer une nouvelle fois les verres du nez de Passepartout.
Passepartout lui révèle l'histoire d'Aouda et il dit qu'ils vont la laisser à Hong Kong. Fix ne pourra donc pas utiliser le motif de l'enlèvement pour retenir Fogg à Hong Kong. Passepartout trouve étrange que Fix soit toujours sur leur chemin, mais il n'en devine pas la vraie raison. Il pense que Fix a été envoyé par le Reform Club pour surveiller le voyage de Fogg. À cause de la mauvaise construction du bateau, le bateau prend du retard, ce qui énerve Passepartout. Passepartout fait comprendre à Fix qu'il sait qui il est. Fix pense qu'il a peut-être été démasqué. Le bateau fait une halte à Singapour pour faire son plein de carburant. Une tempête fait ralentir le bateau et pourrait compromettre la prise du paquebot à Yokohama. Fix aime cette tempête car si Fogg rate sa correspondance, il sera obligé de rester quelques jours à Hong Kong. Cette tempête dérange Passepartout qui aide sur le navire pour prendre le moins de retard possible. Le navire arrive à Hong Kong un jour de retard. Fogg interroge le pilote. Il apprend que le paquebot pour Yokohama a 2 jours de retard. Il aurait dû partir hier, mais il ne partira que demain. Fogg et ses amis débarquent à Hong Kong. Fogg part à la recherche du parent d'Aouda. Il apprend que cet homme est parti depuis 2 ans pour s'installer en Hollande. Fogg envoie Passepartout chercher les billets pour le paquebot. Passepartout rencontre Fix. En prenant les places, Passepartout apprend que le paquebot partira plus tôt que prévu et qu'il embarquera dès ce soir. Fix emmène Passepartout boire à une taverne. Fix lui révèle la vérité, mais il y a une situation de quiproquo. Fix propose une partie de la somme qu'il doit gagner si Passepartout arrive à retenir son maître quelques jours à Hong Kong. Fix comprend enfin que Passepartout le prend pour un envoyé du Reform Club qui les piste. Fix décide de dire la vérité. Il dit qu'il est de la police et qu'il tente d'arrêter Fogg pour le vol qu'il a commis. Il demande à Passepartout de retenir Fogg quelques jours dans cette ville. Passepartout refuse. Fix le fait boire et fumer de l'opium pour que Passepartout ne puisse pas avertir Fogg. Fogg n'est pas prévenu du changement quant au départ du paquebot. Il passe sa nuit à l'hôtel. Quand il se rend au paquebot le lendemain, il apprend que le navire est parti depuis la veille. Fogg et Aouda rencontrent Fix, qui est très heureux car le prochain paquebot ne partira que dans 8 jours. Fogg trouve une goélette. On accepte de le prendre, mais pas pour l'emmener à Yokohama, car une si grande distance serait impossible en si peu de jours avec un tel bateau. Le capitaine lui propose de l'amener jusqu'à Shanghai, où le paquebot que Fogg devait prendre doit arriver pour partir pour San Francisco. L'embarquement est pour dans 1 heure. Fogg laisse de l'argent sur place pour faire rapatrier Passepartout qui reste introuvable. Fix est bien obligé d'accepter l'hospitalité de Fogg. La mer est bien agitée pour une goélette. De plus, ils doivent faire face à un typhon. Quand il se rapproche de Shanghai, il voit le bateau quitter le port. La goélette fait des signes pour que le paquebot aille à lui. Passepartout est réveillé dans la tabagie et il est allé rejoindre le paquebot avant son départ d'Hong Kong. Après avoir repris ses esprits, il a remarqué que son maître n'était pas là et il s'est rendu compte de la manœuvre de Fix. Le paquebot arrive à Yokohama. Il erre dans la ville sans argent. Il commence à avoir faim et il n'a pas d'endroit où aller. Passepartout doit absolument gagner de l'argent s'il veut manger. Il échange ses habits contre une robe japonaise, il veut se faire passer pour un artiste. Grâce à l'échange de vêtements, il gagne un peu d'argent et il peut manger. Il se dirige au port où il pense demander un aller pour San Francisco contre le fait d'être cuisinier ou domestique à bord. Passepartout trouve une affiche d'une troupe qui va bientôt partir pour les États-Unis. Il s'y rend. Il veut se faire domestique, mais le patron lui fera jouer le rôle de clown. Le jour même a lieu une représentation. Passepartout est dans le groupe des longs-nez. Les artistes affublés d'un long nez et d'ailes doivent faire une pyramide humaine. Passepartout est à la base de cette pyramide. En voyant son maître, Passepartout s'en va de la base de la pyramide et les gens au-dessus de lui tombent. Fogg, Aouda et Passepartout s'en vont après avoir dédommagé le patron du cirque. Ils se dirigent vers le paquebot. Fogg, Aouda et Passepartout ont réussi à monter sur le bateau qui part pour San Francisco.
Arrivé à Shanghai, Fogg a entendu dire que Passepartout était arrivé avant lui. Il a fini par le retrouver dans le cirque. Fogg et ses amis se situent à la moitié des méridiens, ce qui fait que l'heure de Passepartout est encore à la bonne heure. Fix se trouve aussi sur le bateau. Il a enfin reçu son mandat, mais maintenant il n'est plus valable. Fix se cache, mais il tombe sur Passepartout qui le frappe. Fix lui dit que maintenant il a tout intérêt à aider un maximum Fogg pour qu'il rejoigne l'Angleterre où son mandat sera de nouveau valable. Le bateau arrive à San Francisco. Fogg est dans les temps. Le train pour New York ne part qu'à 6 heures du soir. Il passe la journée dans la ville. Passepartout va acheter des armes car il craint les attaques des Indiens. Fogg et Aouda retrouvent Fix. Sur leur chemin se déroule un meeting. Les spectateurs sont très agités. Fogg manque de se prendre un coup, mais Fix fait exprès de le prendre à sa place. Un homme nommé Proctor entre en confrontation avec Fogg. Ce dernier pense régler ses comptes avec cet homme plus tard quand il reviendra en Amérique. Fogg, Fix et Aouda retournent à l'hôtel. Ils vont au train. Ils apprennent que le meeting était pour l'élection d'un juge de paix. Ce chapitre est une description de l'état du chemin de fer aux États-Unis. Le train est ralenti par un troupeau de bisons. Un Mormon veut donner une conférence dans le train. Passepartout y assiste avec d'autres personnes qui se débinent les unes après les autres. Le train passe par le Grand Lac Salé. Le train fait une halte à Ogden. Fogg et ses amis visitent la ville qui est habitée par des Mormons. Ils reprennent le train. Un homme court après le train qui a commencé à démarrer. Passepartout pense que c'est parce que cet homme cherche à fuir ses nombreuses femmes. Passepartout apprend de cet homme qu'il n'a qu'une seule femme. À Green River, Aouda reconnaît Proctor. Elle se confie à Fix et à Passepartout car il ne faut pas que Fogg rencontre cet homme. Ils vont trouver des moyens pour que Fogg ne quitte pas son wagon. Pour l'occuper, ils le font jouer au whist. Le train s'arrête à cause de l'état lamentable du pont. Un autre train a été appelé de l'autre côté, mais il n'arrivera qu'à 6 heures et les passagers devront rejoindre la station à plusieurs milles de là. Un homme émet l'idée que le train passera le pont s'il est lancé à toute vitesse. Cette idée est mise en place et cela fonctionne. Juste après le passage du train, le pont se détruit. Quand Fix et ses amis jouent aux cartes, Proctor fait une remarque à Fogg sur la carte à jouer. Ils se reconnaissent. Proctor ne veut pas attendre que Fogg revienne en Amérique pour régler ses comptes. Il est décidé qu'un duel se déroulera à Plum Creek, qui est la prochaine station. Cependant, le train ne peut pas s'arrêter à cette gare à cause du retard pris. Le duel se passera donc dans le train. En même moment, le train se fait attaquer par une bande d'Indiens. Pour mettre fin à cette attaque, il faut arrêter le train. Passepartout s'en charge. Pour cela, il détache les wagons de la locomotive. Le train s'arrête à la station de Kearney, où des soldats du fort viennent aider les passagers. Trois voyageurs, dont Passepartout, ont disparu. Fogg parvient à convaincre le capitaine d'envoyer des hommes afin de l'aider à rechercher Passepartout. Le mécanicien et les chauffeurs ont fait revenir la locomotive en arrière, c'est-à-dire à la station de Kearney. La locomotive est raccrochée au wagon et la machine est prête à repartir. Aouda refuse de partir sans Fogg. Le prochain train partira que le lendemain soir. La nuit passe et il n'y a pas de nouvelles de Fogg. Le lendemain matin, Fogg et les soldats reviennent avec les trois disparus. Il les a libérés des Indiens qui les avaient capturés. Fogg se retrouve avec 20 heures de retard. Fix lui propose de reprendre son retard grâce à un traîneau à voile. Grâce à cet engin, il parvient à la station d'Omaha et arrive à prendre de peu le train. Ils vont jusqu'à Chicago et changent de train. Quand ils arrivent à New York, le paquebot pour Liverpool est parti depuis 45 minutes. Il passe la nuit à l'hôtel. Le lendemain, Fogg part à la recherche d'un bateau. Il en trouve un qui ira à Bordeaux. Fogg paie le voyage 2000 $ par passager. Fogg motive les hommes avec des banknotes.
Il devient le capitaine du bateau tandis que le vrai capitaine, en colère, est enfermé dans une cabine. Comme le navire risque de manquer de charbon, les bouts du bateau sont brûlés. Fogg paie le capitaine un peu plus que la valeur du bateau. Ils arrivent en Irlande, à la ville de Queenstown, qui est actuellement Cobh. Ils prennent le train pour aller à Dublin. Ils montent sur un steamer et ils arrivent à Liverpool le 21 décembre. Fix arrête Fogg car maintenant son mandat est valable. Fogg est enfermé à la douane de Liverpool. Il est libéré peu de temps après que le vrai voleur a été arrêté il y a 3 jours. Fogg commande un train et il arrive à Londres avec un retard de 5 minutes. Il a perdu son pari. Fogg rentre chez lui. Il est ruiné car il ne lui reste plus que les 20 000 livres dont il doit puisqu'il a perdu son pari. Après des courses, Passepartout rentre et il éteint le bec à gaz. Il trouve la facture dans la boîte aux lettres. Aouda a une chambre dans la maison de Fogg. Le lendemain, Fogg ne se présente pas au Reform Club. Fogg garde son air impassible, mais Passepartout craint une tentative de suicide. Le soir, Fogg parle à Aouda, car maintenant qu'il est ruiné, il ne peut plus l'aider financièrement. Aouda lui propose d'être sa femme. Fogg envoie Passepartout prévenir le révérend de la paroisse, car il veut se marier pour demain midi. Monsieur Fogg envoie Passepartout prévenir le révérend de la paroisse, car il veut se marier pour demain lundi. À cause de l'arrestation du vrai coupable, les paris sur Fogg ont repris. Les gens du Reform Club attendent l'arrivée de Fogg. Quelques secondes avant l'expiration du temps accordé, Fogg fait son entrée au salon du Reform Club. Après être allé chez le révérend, Passepartout est revenu chez son maître en disant qu'il n'était pas dimanche mais samedi. La montre de Passepartout montrait l'heure mais aussi le jour. En effet, en décalant d'1 heure à chaque fuseau horaire, ils ont eu au total un décalage de 24 heures. Fogg a donc foncé au Reform Club. Il a gagné son pari et il n'est plus ruiné. 2 jours plus tard, Fogg se marie avec Aouda. Ce livre est le roman de la perfection. Fogg a viré son domestique car l'eau pour sa barbe n'était pas exactement à la bonne température. Fogg a un emploi du temps très précis. Il remarque que la montre de Passepartout retarde de quelques minutes. Plus tard, il tient ses comptes des jours avec les contretemps qui peuvent arriver. Il dit toujours que cela entre dans son budget. Mais cependant, il lui arrive d'avoir de la souplesse. Ainsi, il décide de sauver Aouda. Il décide d'aller chercher Passepartout quand il est capturé par les Indiens. Fogg voue une fidélité à ses compagnons et il ne les laisse pas tomber, même si cela peut lui faire perdre son pari. Passepartout restera fidèle à Fogg, même s'il était à la recherche d'un patron sédentaire. Il entreprend de nombreuses choses pour l'aider, comme quand il se met à aider le navire pour que le bateau parvienne plus vite à destination. Fogg reçoit également l'aide d'Aouda, par exemple quand elle essaie de cacher à Fogg que Proctor est dans le train. Même si certaines personnes ralentissent le trajet, ces mêmes personnes le font parfois avancer plus vite. Fogg est un être si exact qu'il en devient terrifiant. Le personnage fait penser au capitaine Nemo de 20 000 lieues sous les mers. Aouda est un double de Fogg dans le sens où elle ne fera jamais d'erreur. Passepartout est davantage un être humain avec ses qualités et ses défauts. Il lui arrive de faire des erreurs même si aucune n'est volontaire. Il oublie d'éteindre le bec à gaz dans sa chambre. Il ne sait pas qu'il faut enlever ses chaussures en entrant dans une pagode. Il ne sait pas les effets de l'opium que Fix lui tend. Cependant, c'est lui qui décroche les wagons de la locomotive, c'est lui qui sauve Aouda du feu. Une erreur importante de Passepartout est de ne pas avoir révélé ce qu'il savait de Fix. Or, si Passepartout l'avait dit, Fix ne leur aurait pas dégoté le traîneau à voile qui leur a permis de reprendre plus loin le train. Au début du roman, Fogg est seul. Il n'a pas de famille, pas de femme, pas d'enfant. Il est très rigide dans son emploi du temps. Au fur et à mesure, Fogg accepte les erreurs de son maître. Il faut comparer le renvoi de son domestique car l'eau de sa barbe n'était pas assez chaude avec le fait qu'il garde Passepartout à ses côtés malgré ses erreurs plus importantes. Fogg s'ouvre aussi à l'amour. Fogg et ses amis utilisent différents types de transports. Certains sont traditionnels comme l'éléphant, le traîneau à voile et les petits bateaux.
D'autres sont preuve de nouveautés, telles que les paquebots et les trains. Il est à remarquer que les moyens traditionnels ne font jamais défaut aux voyageurs. Ils ne tombent pas en panne, ils arrivent à surmonter les typhons, traversent une jungle, glissent sur la neige. Les nouveaux moyens ont des problèmes. Un pont se casse. Ainsi, un pont se casse. Les engins, de par leur construction, possèdent des problèmes. Ils sont la cible d'attaques des Indiens, etc. Le siècle de l'écrivain correspond au siècle de la révolution industrielle. Le monde est en pleine mutation. Il y a les rails qui traversent les États-Unis et qui vont de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Il y a les rails qui traversent l'Inde. Il y a la création du canal de Suez. Tous concourent à rendre les trajets plus rapides. Un tour du monde paraît être impossible à mettre en place de manière pratique d'après certains membres du Reform Club. De nos jours, le record du tour du monde a été réalisé par Andrew Fisher en 52 heures et 34 minutes, grâce à 4 vols réguliers en couvrant 41 375 km. Fogg passe très vite d'un endroit à un autre. Le but est d'arriver à Londres avant l'expiration des 80 jours. Cela fait que Fogg et ses amis peuvent passer par un pays sans même mettre pied à terre. Lors de haltes du moyen de transport ou lors d'attente d'une correspondance, il leur arrive de visiter en quelques heures certaines villes. Passepartout est dépaysé par ces nouveaux environnements et il y fait des erreurs. À part la France, il n'est pas dit qu'il ait déjà résidé ailleurs. Fogg a probablement lui aussi peu voyagé et il ne connaît peut-être que l'Angleterre. Cependant, Fogg a une culture qu'il a acquise peut-être grâce aux livres du Reform Club. Je soutiens, dit Andrew Stuart, que les chances sont en faveur du voleur, qui ne peut manquer d'être un habile homme. Allons donc, répondit Ralph. Il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. Par exemple, où voulez-vous qu'il aille? Je n'en sais rien, répondit Andrew Stuart, mais après tout, la terre est assez vaste. Elle était autrefois, dit à mi-voix Phileas Fogg. Puis, à vous de couper, monsieur, ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. La discussion fut suspendue pendant le roble, mais bientôt Andrew Stuart le reprenait, disant « Comment, autrefois? Est-ce que la terre a diminué, par hasard ?»« Sans doute, répondit Gauthier Ralph. Je suis de l'avis de monsieur Fogg. La terre a diminué, puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Et c'est ce qui, dans le cas dont nous nous occupons, rendra les recherches plus rapides. Et rendra plus facile la fuite du voleur. À vous de jouer, monsieur Stuart, dit Phileas Fogg. Mais l'incrédule Stuart n'était pas convaincu, et, la partie achevée, « Il faut avouer, monsieur Ralph, reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la terre a diminué. Ainsi parce qu'on en fait maintenant le tour en 3 mois. »« En 80 jours seulement, dit Phileas Fogg. En effet, messieurs, ajouta John Sullivan, 80 jours, depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsular Railway. Et voici le calcul établi par le Morning Chronicle.